L'histoire en musique, Nicolas Jounis. Bonjour et bienvenue sur Radio Fidélité. Vous écoutez l'Histoire en musique, une émission consacrée aux grands personnages qui ont fait l'histoire, aux grandes œuvres musicales, aux compositeurs et à leur influence sur la société. La musique est comme un rêve que je ne peux plus entendre. Ainsi s'exprimait le dernier des grands classiques du XVIIIe siècle et premier des romantiques du XIXe, Ludwig van Beethoven. Ce sourd entendait l'infini selon Victor Hugo. Son énergie créatrice, son œuvre musicale très inspirée, puissante et riche en émotions, s'adresse aujourd'hui encore à toute l'humanité. Un extrait de l'Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven par le Wiener Philharmoniker dirigé par Leonard Bernstein. Ludwig van Beethoven naît à Bonn en Rhénanie le 15 ou 16 décembre 1770. Il est le fils de Johann van Beethoven, musicien de son état et présenté par la plupart des historiens comme alcoolique et relativement agressif. Sa mère est Maria Magdalena Kevry, une femme douce qui va vite sombrer dans une forme de dépression. En effet, une amie de la famille rapporte cette confidence que lui fit la mère de Beethoven et qui décrit parfaitement l'état d'esprit de cette femme. « Si vous voulez mon bon conseil, restez célibataire.
Ensuite, vous aurez la vie meilleure, la plus paisible, la plus belle et la plus agréable que vous puissiez avoir. Car qu'est-ce que le mariage sinon un peu de joie, puis une chaîne de chagrin? On devrait pleurer quand une fille naît dans le monde. Ainsi, Ludwig est le deuxième de 7 enfants du couple, dont 3 seulement atteignent l'âge adulte, lui-même, Caspar et Johann. Dès 1781, son père va se rendre compte du don musical de Ludwig et réaliser le parti qu'il peut en tirer. Songeant au jeune Mozart, exhibé en concert à travers toute l'Europe quelques années plus tôt, il entreprend de présenter son fils au piano à travers une série de concerts, mais il n'obtient pas le succès escompté. Malgré tout, les années 1782 et 1783 marquent le début de la production musicale du jeune compositeur, avec notamment 9 variations sur une marche de Dressler et 3 sonatines. Les années passent, et tout en continuant sa formation musicale, Ludwig rencontre en 1787 à Vienne un certain Wolfgang Amadeus Mozart. On imagine aisément le jeune Beethoven, âgé de 17 ans, devant l'un des compositeurs les plus en vue de son temps. Il est pétrifié, et c'est bien normal. Il joue, mais sa prestation n'impressionne pas plus que ça Mozart. C'est là que Ludwig aurait lancé à son aîné cette phrase « Jouez-moi un air, et j'improviserai dessus. » Mozart, amusé, s'exécute, et voici les 2 monstres sacrés partageant le même clavier. Beethoven s'empare du thème proposé par son aîné et improvise d'une telle manière que Mozart, sortant de la pièce, s'exclame « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde. » En 1792, c'est un autre grand compositeur qui va se trouver sur le chemin de Beethoven. Il s'agit de Joseph Haydn, qui l'invite à faire des études sous sa direction. Ludwig n'hésite pas, d'autant plus que rien ne le retient à Bonn depuis que sa mère est morte de la tuberculose. Installé à Vienne, il publie ses 3 premiers trios, puis ses premières sonates pour piano. Tandis que son activité créatrice s'intensifie, le compositeur participe jusqu'aux environs de 1800 à des joutes musicales dont raffole la société viennoise et qui le consacrent plus grand virtuose de la capitale autrichienne. Le compositeur Karl Czerny écrira d'ailleurs à ce sujet « Son improvisation était on ne peut plus brillante et étonnante. Dans quelque société qu'il se trouvât, il parvenait à produire une telle impression sur chacun de ses auditeurs qu'il arriva fréquemment que les yeux se mouillaient de larmes et que plusieurs éclataient en sanglots. Le compositeur Daniel Steibelt en fera les frais quand il osera se mesurer à Beethoven lors d'une joute d'improvisation au piano en mai 1800. Steibelt, humilié devant le tout Vienne, aurait juré de ne jamais retourner dans la capitale autrichienne tant que Beethoven y résiderait. La fin des années 1790 est marquée par ses premiers chefs-d'œuvre, les 6 premiers quatuors à cordes, la grande sonate pathétique, sa première symphonie, mais également son concerto pour piano en ut majeur. Sa réputation commence à dépasser les frontières.
Maurizio Pollini, accompagné par le Wiener Philharmoniker dans un extrait du rondo du premier concerto de Beethoven. L'année 1802 marque un premier grand tournant dans la vie du compositeur. Souffrant d'acouphènes, il commence en effet depuis 1796 à prendre conscience d'une surdité qui devait irrémédiablement progresser jusqu'à devenir totale avant 1820. Cette infirmité, qui lui interdirait tôt ou tard de se produire comme pianiste et peut-être de composer, le pousse un temps à songer au suicide. De cette période très douloureuse, il écrira un texte, le Testament d'Heiligenstadt, qui sera retrouvé au fond d'un tiroir après sa mort. En voici quelques extraits. Ô vous, hommes, qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi. Vous ignorez la cause secrète de ce qui vous semble ainsi. Mon cœur et mon caractère inclinaient dès l'enfance au tendre sentiment de la bienveillance. Même l'accomplissement de grandes actions, j'y ai toujours été disposé, mais considérez seulement que depuis 6 ans, un état déplorable m'infeste, aggravé par des médecins insensés et trompés d'année en année dans son espoir d'amélioration. Finalement condamné à la perspective d'un mal durable dont la guérison peut durer des années ou même être tout à fait impossible, alors que j'étais né avec un tempérament fougueux, plein de vie, prédisposé même aux distractions offertes par la société, j'ai dû tôt m'isoler, mener ma vie dans la solitude. Et si j'essayais bien parfois de mettre tout cela de côté, alors j'étais ramené durement à la triste expérience renouvelée de mon ouïe défaillante. Et certes, je ne pouvais me résigner à dire aux hommes « Parlez plus fort, criez, car je suis sourd ». Comment aurait-il été possible que j'avoue alors la faiblesse d'un sens qui, chez moi, devait être poussé jusqu'à un degré de perfection plus grand que chez tous les autres, un sens que je possédais autrefois dans sa plus grande perfection, dans une perfection que certainement peu de mon espèce ont jamais connue. Pardonnez-moi si vous me voyez battre en retraite. Je n'ai pas le droit au repos dans la société humaine, aux conversations délicates. Presque absolument seul, je dois vivre comme un exilé, et à l'approche de toute société, une peur sans pareille m'assaille, parce que je crains d'être mis en danger, de laisser remarquer mon état. Adieu, et ne m'oubliez pas tout à fait une fois mort, j'ai mérité cela de vous, parce que j'ai souvent, dans ma vie, pensé à vous rendre heureux. Soyez-le. Ludwig van Beethoven, Heiligenstadt, le 6 octobre 1802.
Un extrait de la marche funèbre de la symphonie héroïque de Beethoven, interprétée par le Berliner Philharmoniker et son chef éternel, le regretté Herbert von Karajan. Privé de la possibilité d'exprimer tout son talent et de gagner sa vie en tant qu'interprète, il va se consacrer avec acharnement à la composition. La troisième symphonie, héroïque, marque une étape capitale dans l'œuvre de Beethoven. Initialement dédiée au général Napoléon Bonaparte, en qui il voit le sauveur des idéaux de la Révolution, il remplacera l'intitulé Bonaparte par la phrase « Grande symphonie héroïque » en apprenant la proclamation de l'Empire français. La seule année 1806 voit la composition du concerto pour piano numéro 4, des 3 quatuors à cordes 7, 8 et 9, de la 4e symphonie et du concerto pour violon. La personnalité de Beethoven est également hors du commun. Ainsi, à l'automne de cette année 1806, il écrit au prince Karl Lichnowsky « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi. Des princes, il y en a eu et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. » La popularité du compositeur est telle que le concert qu'il donne le 22 décembre 1808 propose en première audition la 5e symphonie, la symphonie 6 pastorale, le concerto pour piano numéro 4, la fantaisie chorale et des extraits de la messe en ut, soit près de 4 heures de musique. Parallèlement, la vie sentimentale de Beethoven a suscité d'abondants commentaires de la part de ses biographes. Le compositeur s'est pris à de nombreuses reprises de femmes, le plus souvent mariées. Il reste néanmoins un document précieux qui contraste avec l'image parfois colérique du monstre sacré. La lettre à l'immortel bien-aimé, dont la dédicataire reste inconnue. En voici un extrait. « Mon ange, mon tout, mon autre moi-même. Seulement quelques mots aujourd'hui, et cela au crayon, le tien. Au lit, mes pensées se pressent déjà vers toi, mon immortel bien-aimé, parfois joyeuse, puis de nouveau triste, demandant au destin s'il nous exaucera. Vivre, je ne le peux qu'entièrement avec toi, ou pas du tout. J'ai même résolu d'errer au loin, jusqu'au jour où je pourrai voler dans tes bras. Éternellement à toi, éternellement à moi, éternellement à nous. » Le 15 novembre 1815 voit la mort de son frère Caspar. Ludwig entreprend de diriger l'éducation de son neveu Karl et doit faire face à une interminable série de procès contre sa belle-sœur pour en obtenir la tutelle exclusive, finalement gagnée en 1820. L'expérience éducative ne sera pas couronnée de succès et son neveu tentera même de mettre fin à ses jours. Beethoven restera jusqu'à la fin traumatisé par cet épisode, d'autant plus qu'à partir de 1820, totalement enfermé dans sa surdité, il doit se résoudre à communiquer avec son entourage par l'intermédiaire de cahiers de conversation. C'est aussi l'époque de la Missa Solemnis qui réclame aux musiciens 4 années de travail et de sa 9e symphonie, qui sera créée le 7 mai 1824, Beethoven renouant un temps avec le succès.
Le final de la 9e symphonie de Beethoven par Herbert von Karajan à la tête du Berliner. De retour à Vienne, en décembre 1826, Beethoven contracte une double pneumonie dont il ne peut se relever. Les 4 derniers mois de sa vie sont marqués par des douleurs permanentes et une terrible détérioration physique. Ainsi, le 26 mars 1827, Ludwig van Beethoven meurt à l'âge de 56 ans. Alors que Vienne ne se souciait plus guère de son sort depuis des mois, le 29 mars, près de la moitié des habitants de la capitale autrichienne assistent à ses funérailles. Son corbillard princier précède un cortège de 200 fiacres. Parmi les porte-flambeaux se trouve un jeune compositeur de 30 ans, Franz Schubert, qui déclarera « Il sait tout, mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore, et il coulera beaucoup d'eau dans le Danube avant que tout ce que cet homme a créé soit généralement compris. » Si on retient de Beethoven un caractère indomptable ou instable, des réactions parfois rudes, il reste surtout un homme à l'esprit révolutionnaire, un cœur qui s'enflammait souvent, et souvent pour de belles femmes, donnant naissance à quelques lettres aussi troublantes de sensibilité que d'inconstance. Mais s'il ne faut retenir qu'un seul trait de caractère du compositeur aux multiples facettes, sans aller dans la complexité prétentieuse d'analyses trop souvent fantaisistes, peut-être faut-il se tourner vers une phrase simple d'un homme en quête de spiritualité, comme on peut l'entendre dans l'Adagio ma non troppo ma divoto du final de la 9e symphonie, ou dans ces quelques lignes du compositeur lui-même. Je suis tellement heureux lorsque je me promène dans les bois, parmi les arbres, les fleurs et les rochers. Personne n'aime la campagne autant que moi. Ici, la surdité ne me préoccupe plus. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Fidélité, www.radiofidélité.com, ainsi que sur la chaîne YouTube L'Histoire en musique. À très bientôt pour un nouvel opus.